Monsieur le procureur de la République, les tribunaux de première instance de Conakry et la Cour d'appel de Conakry, Monsieur le magistrat ici présent, Monsieur le président du syndicat des travailleurs du ministère de la Justice et tous vos adhérents, je vais répondre à quelques-unes de vos interrogations tout à l'heure. Monsieur le représentant du bâtonnier, Maître Malik Dakité, secrétaire général de l'ordre, Monsieur le représentant du président de la Chambre nationale des notaires, le président Savané est en soins à Paris actuellement, il nous a informé de son absence. Monsieur le président de l'ordre des experts comptables, cher ami Maurice Cissé, qui a repris donc les rênes de son ordre, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Monsieur le président, le représentant de la Chambre nationale des huissiers, et là je suis très heureux parce qu'il a annoncé l'élection très bientôt du nouveau président et des membres de cette Chambre. Il est important qu'au niveau des ordres, qu'il y ait un renouvellement cyclique et permanent. Et j'en dirai deux mots également. Monsieur Yaï, chef de mission du PACHU et son équipe, Monsieur le président de l'association des greffiers et Monsieur le président de l'association des magistrats. Alors, à l'entame de ce que je vais dire tout à l'heure, je vais m'arrêter un instant sur ce qui nous préoccupe tous en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire parmi nous, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, ce dont Dieu a rappelé, aussi bien parmi les magistrats, il y en a, je ne veux pas les citer parce que je risque d'oublier certains, mais il y en a quelques-uns, le dernier étant Kamano. Et parmi les greffiers, il y en a, parmi les huissiers, ça a été dit tout à l'heure, parmi les autres officiers de justice, parmi les experts comptables, il y a le doyen Cissé, Alpha Cabinet. Donc voyez-vous qu'il y a pas mal disparu pendant cette année 2018. À côté de ces disparus, il y a aussi les grands malades et certains qui sont absents pour raison de maladie. Donc je vous demande qu'on prenne quelques secondes en hommage de nos disparus dans le monde judiciaire. Nous pensons donc à leur famille, à leurs enfants, à leurs proches. Également ceux qui sont malades, certains sont invités à l'hôpital, je pense au secrétaire général, mais je pense aussi à M. Kiam, inspecteur général, et d'autres malades dont je n'ai pas oublié, mais nos pensées vont à eux tous. Je vais faire une intervention en deux temps. Sans rentrer dans le détail, je vais vous brosser un peu certains temps forts de 2018 et puis je répondrai succinctement sans rentrer dans le détail aux différentes interventions. Alors, Monsieur le procureur général de la Cour suprême me soufflait tout à l'heure et il a raison qu'il aurait été souhaitable que les différents intervenants me donnent avant leur texte. Ça permettrait peut-être de répondre de façon substantielle, même si le président de l'association des magistrats n'a pas écrit son texte. Mais justement, je souhaitais qu'il écrive son texte parce que comme ça, il sera plus précis et plus substantiel. Alors, je commencerai évidemment par le dernier décret qui a été signé au mois d'août 2018. Comme vous savez, ce décret a eu du mal à être accouché. J'ai travaillé pendant au moins un an. Mais ce qui est important, c'est le résultat. Ce n'est pas les difficultés que j'ai eues, moi. Moi, les difficultés, toute ma vie, j'ai eu des difficultés pour arriver à ce que je suis. Même quand j'étais chez les Blancs là-bas, bien entendu, j'ai jamais tendu la main à quelqu'un.
Donc, j'arrive toujours à mes buts. Donc, effectivement, ce décret a eu du mal à sortir, mais il est quand même sorti, avec quelques imperfections. Mais ce qui est important, c'est ce que ça a installé. Au niveau de la Cour suprême, d'abord, vous savez tous que la Cour suprême ne marchait pas. Hein? Et là, le président de l'association ne l'a pas dit. La Cour suprême ne marchait pas, les chambres réunies ne pouvaient pas se réunir, et certaines chambres étaient complètement arc-boutées. Donc il fallait créer plusieurs chambres. C'est ce qu'on a fait. 4 chambres civiles, une chambre pénale, et le parquet général aussi a été revu. Il y a un nouveau procureur général qui n'est pas du corps des magistrats. Là aussi, c'est un choix délibéré que j'ai proposé au président de la République. Et ensuite, il n'y avait qu'une personne au parquet général. Là, actuellement, je crois que vous êtes 4 ou 5 ou 6. Hein, ce qui permet une fluidité dans le traitement des dossiers. Alors, le président a raison, évidemment, ça crée beaucoup de travail, mais justement, les magistrats sont là pour travailler, ils ne sont pas là pour dormir ou pour s'amuser. Donc, il faut que la Cour suprême travaille, et travaille même beaucoup. Et puisque nous travaillons pour les populations, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Quand on me dit en tant que garde des Sceaux qu'il y a une affaire qui traîne depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans à la Cour suprême, j'ai un peu honte en tant que ministre. Donc c'est pourquoi aussi il y a eu ce changement profond à la Cour suprême. Alors, bien entendu, tout n'est pas parfait, mais je compte sur les magistrats qui sont à la Cour suprême, notamment les présidents de chambre, et aussi le président de la chambre administrative, qui va avoir beaucoup de travail. Et je pense que chacun va donner le maximum de lui-même. Concernant les autres corps, je ne vais pas rentrer en détail, il y a certaines injustices qui ont été corrigées. Parce que voyez-vous, moi je n'ai pas d'ennemi dans la justice. Même quand je sanctionne les magistrats, ce n'est pas un ennemi. C'est que à un moment donné, le magistrat a commis une faute, il faut en tirer les conséquences. Et le magistrat qui était à Tougué ou du côté de la Moyenne-Guinée, qui avait été conseiller, qui se retrouvait juge de paix, et ça c'était les ratés de 2014. Donc j'ai eu besoin de personnes pour réparer les erreurs qui ont été faites. Donc ce magistrat est revenu comme président de chambre à la cour d'appel. Il y a eu d'autres cas qui ont été corrigés, je ne vais pas les citer tous ici, mais encore une fois, ce qui est important, c'est l'émergence que ça produit. Notamment, je vais revenir là-dessus, les 5 nouveaux tribunaux de première instance qui ont été créés et qui sont présidés quasiment tous par les magistrats de la première promotion. C'est-à-dire les magistrats qui sont sortis en 2008. Et les parquets qui ont été également créés sont dirigés par les magistrats de la première promotion, sauf celui de Dubreka. Accès à la justice. Alors, j'avais oublié de dire aussi qu'effectivement, on n'a pas oublié les femmes, bien qu'il n'y a pas beaucoup de femmes parmi les magistrats, ce qui est un peu désolant. Les 3 dernières promotions, il y a à peine 4 ou 5 sur 50. L'accès au droit, donc création des 8 nouveaux tribunaux de première instance. Voyez-vous, si ça dépendait que de moi et de mon équipe, on allait transformer toutes les justices de paix en tribunaux de première instance. Absolument toutes les justices de paix. Mais c'est impossible. 1, on n'a pas les moyens. 2, il y a aussi un problème de ratio de magistrats. C'est pourquoi on a mis cette formation cyclique. Tous les 2 ans, il y a 50 magistrats et 50 élèves magistrats qui rentrent au centre et qui ressortent après. Ça veut dire qu'automatiquement, les autres justices de paix vont être transformées en tribunaux de première instance. La création de ces tribunaux nous a permis, puisque la loi avait été votée 2 ans avant, a eu un impact sur le traitement des dossiers criminels, puisque le traitement des dossiers criminels qui sont maintenant au niveau des tribunaux de première instance n'est plus limité aux grosses juridictions de première instance, mais également des juridictions comme Dubreka, comme Koya, comme Sigiring ou comme Kissidougou, qui sont les nouvelles juridictions, peuvent désormais statuer en matière criminelle. C'est une avancée majeure. Mais nous, à l'intérieur de la corporation, nous le savons. Il faut simplement que de temps en temps, on le fasse comprendre aux citoyens guinéens, qui n'est pas juriste,
et qui, si on ne donne pas d'explication assez cohérente, il ne va pas comprendre. D'autant plus que dans ce pays, comme vous le savez, il y a toujours des gens qui jettent la propre sur la justice. Mais la Guinée a toujours été comme ça depuis 1958. Moi, je suis né dans ce pays, j'ai grandi ici. Je suis parti simplement à 18 ans, 19 ans. Mais ça a toujours existé et ça va toujours exister. Ce qui est important surtout, c'est de continuer à faire des réformes, à travailler pour la justice, quel que soit le corps de justice. Et c'est comme ça que nous allons atteindre la population. Et je suis heureux de constater qu'il y a eu quand même, et je remercie ici les procureurs de la République et les deux procureurs généraux qui ont œuvré pour ça, il y a eu beaucoup d'affaires criminelles qui ont été jugées. Alors, je connais le pourcentage de 2017, on était à presque 450, et 2018, bientôt, j'aurai le pourcentage également, ce qui montre qu'on ne fait pas beaucoup de bruit, mais nous travaillons au sein de la justice. Sous l'accès à la justice, il y a aussi la problématique des maisons de justice. Vous savez que les maisons de justice, anciennement CPI, Centre d'information et de proximité, CIP, et ces maisons de justice sont quelque chose de très important qui permettent que le citoyen moyen puisse être plus proche de la justice, puisqu'il n'y a pas de coût et la saisine également, elle est toute simplifiée. Et ces maisons de justice, on a une aide de nos partenaires américains là-dessus. Il y a certaines maisons qui marchaient déjà et qui marchent encore plus. Je pense à Kindia et à Labé, et un peu Cancan. Donc celle de Zérekoré va être réactivée et nous sommes en négociation avec le gouverneur de Conakry pour qu'on puisse avoir un local à Conakry, dans une des 5 communes, pour avoir une maison de justice également dans la capitale. Toujours sur l'accès au droit, il y a la loi que j'ai fait voter, ça n'a pas été facile, la loi sur l'aide juridictionnelle. C'est vrai qu'il y a 5 ans, quand j'ai vu qu'il n'y avait aucun texte sur l'aide juridictionnelle chez nous et que les magistrats, les chefs de juridiction étaient obligés de se tordre le cou quand il y avait des affaires criminelles, il fallait écrire au bâtonnier, et il fallait que le bâtonnier consente à envoyer des avocats commis d'office, puisqu'on ne peut pas prendre une affaire criminelle s'il n'y a pas d'avocat. Et même pour certaines affaires civiles assez importantes, des citoyens qui n'ont pas les moyens de payer un avocat, quelquefois ils laissent tomber, ou quelquefois ils ne se défendent pas. Donc l'aide juridictionnelle, qui a eu du mal à passer en Conseil des ministres, puisqu'elle a été renvoyée à plusieurs reprises, a été quand même adoptée. On attend de l'affiner pour que effectivement elle soit promulguée. Sur la formation initiale, je l'ai dit, de façon cyclique, tous les 2 ans, il faut absolument qu'une promotion de 50 auxiliaires de justice et de 50 greffiers, je réponds au président de l'association des greffiers, puissent rentrer dans le centre. Mais, monsieur le président de la chambre des greffiers, pardon, de l'association des greffiers, on ne peut pas faire plus de 50 pour l'instant. Vous savez, il ne faut pas demander ce qui n'est pas possible et tout. On est passé de 30 à 50. J'arrive à faire budgétiser 50. Et après, on ne peut pas plus. D'abord, on n'a pas les locaux pour ça. Mais si on tient déjà ce rythme-là, dans quelques années, on va vraiment rattraper le ratio de manque de greffiers chez nous. Et comme pour les magistrats également. Donc cette formation continue, elle a été installée puisque, comme vous savez, le centre de formation a maintenant un statut autonome. Le décret a été signé. J'ai même obtenu dans mon budget 2019 un budget spécifique pour le centre de formation qui vont gérer avec un SAF. Donc ce qui est quand même quelque chose d'important, à la fois pour payer les enseignants guinéens étrangers qui viennent au centre, mais également pour les élèves magistrats et greffiers qui sont au centre. Je n'oublie pas les autres auxiliaires. Je pense que je rencontrerai le nouveau bâtonnier très bientôt, le nouveau président de la chambre des huissiers, le nouveau président des notaires et éventuellement le nouveau président des experts comptables pour voir comment on peut créer une synergie dans le cadre de la formation continue. Deuxième thème, c'est la lutte contre l'impunité et le renforcement de la chaîne pénale.
je ne vais pas reprendre ça, mais la suppression de la cour d'assises, la matérialité des procédures criminelles au sein des tribunaux de première instance. Je salue certains tribunaux de première instance comme Dixine, comme Kindia, qui sont les chevilles ouvrières en matière, et où il y a un maximum d'affaires criminelles qui ont été audiencées et traitées. Je pense également à Zérékoré et d'autres tribunaux. Mais à côté de ces audiences criminelles, je pense qu'on va dépasser le chiffre de 500 pour 2018, puisque l'année 2017, on était à 457. Il y a la problématique des prisons. Alors, les prisons, je vais vous donner quelques informations. 2 points et 3 points. Le premier point, c'est concernant Yoropogia. Comme vous le savez, j'ai été un peu traîné dans la boue pour l'histoire de Yoropogia, mais je ne répondais pas aux critiques, puisqu'on s'est fait flouer par l'entreprise espagnole que moi j'ai trouvée en Guinée, et même la convention était signée avant que j'arrive. Donc, et par contre, effectivement, j'ai amadoué l'Espagnol pour qu'il puisse nous faire cette prison à Dubreka. Par contre, c'est moi qui ai posé, présidé la cérémonie de la pose de la première pierre. Le chef d'État n'a pas pu venir au dernier moment. Et on s'est fait flouer par l'Espagnol. Après, qu'est-ce qu'il fallait faire? La situation était bloquée. Mais dans le cadre d'une convention internationale, vous avez 2 solutions. Soit vous négociez une rupture à l'amiable, mais soit vous faites une rupture unilatérale, vous vous retrouvez en arbitrage international. D'autant plus que les relations que j'ai dans le sud de la France et à Barcelone, je sais que l'entreprise mère attendait qu'on résilie de façon unilatérale pour nous tenir devant la CIRDI à Paris. Alors, donc on n'est pas tombé dans ce piège. Mon conseiller et maintenant directeur national, Nabi Youssouf Silla, que je salue ici, qui a fait 2 voyages à Barcelone pour négocier avec la maison mère pour obtenir la résiliation amiable. Alors si j'avais écouté même certains ministres dans ce pays, j'allais résilier de façon unilatérale, on allait se retrouver en arbitrage comme pour gestion international. Mais enfin, nous on a obtenu notre résiliation et ce que je vais vous dire c'est simplement, il y a des partenaires italiens qui sont là depuis plusieurs mois, mais ils ne sont pas là que pour la justice, que pour les prisons. Ils sont là, pour certains établissements d'enseignement technique, avec le ministre d'enseignement technique, avec le ministre des Travaux publics sur certaines pistes ruraux, et avec nous sur la problématique de la prison de Dubreka et d'autres prisons à l'intérieur du pays. Donc cette fois-ci, la convention qui a été signée avec cette société italienne, ce n'est pas uniquement la justice, c'est 3 autres entités. Et l'aspect financier ne nous regarde pas, c'est le ministre des Finances qui l'a signé. Donc l'État est plus qu'engagé dedans. Nous, ce qui nous intéresse surtout, que cette prison finit par être construite et éventuellement d'autres prisons dans la convention que nous avons signée. Ça permettra le déménagement de la prison de Coronti du côté de Dubreka. Et ça, je le dis maintenant officiellement, puisque la convention, je l'ai signée avec les 2 autres collègues du gouvernement. Et on a également 9 prisons pilotes. Ça a été dit par le président du parti, M. Diaye. Les 9 prisons pilotes ont été choisies en fonction d'un certain nombre de critères. Et là, il y a des travaux d'aménagement et de réflexion dans ces prisons qui a commencé depuis plus d'1 an et qui continue également. Mais on est vers la fin, effectivement, de ce programme. À côté de ces prisons pilotes, et Yoropogia, il y a la formation des agents pénitentiaires. Là, nous formons, il y a 3 promotions de 150 agents pénitentiaires. La première promotion est à Caléa depuis 6 mois, donc ils finissent fin janvier, et dès février, la 2e promotion va entamer. Donc vous savez, on avait à peu près 600 agents pénitentiaires, mais en réalité 400, puisqu'il y avait des fictifs, et le tri n'a pas été facile, mais nous allons former à minima 3 fois 150 promotions. Le budget, il est là, donc il suffit d'aller dans la légende par rapport à ça. Les infrastructures judiciaires, pour terminer, comme vous le savez, au bénéfice des fêtes de l'indépendance, il y a eu des ratés avant concernant la justice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice. Donc,
le cadre des fêtes nationales. J'ai constaté que quand il y a eu la fête à Bokeh, moi je n'étais pas en Guinée, il n'y a eu que Bokeh qui a bénéficié d'un palais de justice, on a oublié Bofa, on a oublié Fria, on a oublié Gawal. Quand il y a eu la fête à Zérékoré, je constate qu'il n'y a même pas eu de construction du palais de justice. Pourquoi? Quand il y a eu la fête à Mamou, là également on a oublié Mamou, qui est la capitale de cette région. Fort heureusement, il y a un nouveau palais à Daraba, un nouveau palais à Pita. Et je vous donne une confidence pour la Haute-Guinée. Je n'ai pas été pris de vitesse puisqu'on s'est intéressé. J'ai envoyé un directeur national à chaque réunion, à l'administration du territoire et tout. C'est pourquoi on a pu obtenir non seulement la cour d'appel de Kankan, le tribunal de Sigiri, le tribunal de Mandiana, le tribunal de Kérouani et le tribunal de Kouroussa. Tous de nouveaux bâtiments. Même si on ne nous a pas aidé pour les meubles, mais ça c'est une autre histoire. En se débrouille, on est les grands pour pouvoir les meubler. Donc on a pris les artisans à Sigiri, à Kankan, à Kouroussa, pour que les salles d'audience qui aient les normes internationales, pour qu'il y ait une salle d'audience et des espaces pour le public. Nous ferons le reste pour les autres tribunaux. Et à côté donc de ces fêtes nationales, il y a le Parjus où il y a la construction de 3 tribunaux, Kindia, Mamou et Kankan. Là aussi, ça a assez traîné. J'ai eu l'ambassadeur il n'y a pas très longtemps. Et je pense que comme le Parjus, c'est la dernière année, on espère qu'avant la fin de ce mois, il y aura la pose de la première pierre et à Kindia, et à Mamou et à Kankan, puisque les entreprises ont déjà été choisies. Donc, et les fonds sont toujours à côté. À côté donc de ces 3 tribunaux financés par le Parjus, on n'est pas resté en reste, il y a le BND quand même. La problématique que j'ai trouvée quand je suis arrivé concernant la chancellerie, il fallait se bagarrer pour que dans le BND, dans le volet investissement, qu'il y ait des montants assez conséquents. C'est comme ça que cette chancellerie a pu être terminée, même si on doit encore un reliquat à l'entrepreneur. Et on a pu obtenir des fonds au niveau du BND pour un certain nombre de tribunaux de première instance. Mais là, il a fallu pleurer pendant 3 ans pour dire que quand vous allez dans les pays voisins, parce qu'il ne faut même pas aller chercher loin, dans les pays voisins, je pense au Sénégal, je pense au Mali, je pense à la Côte d'Ivoire, et que vous voyez l'état de nos tribunaux dans certaines préfectures, c'est une honte guinéenne. J'ai été entendu par le président de la République, je l'en remercie ici officiellement, et j'ai été entendu par Madame la ministre des Finances, qui est plus en fonction, qui m'a soutenu dans ça, puisque là, on est en mesure, il va y avoir un nouveau tribunal à Farana, un nouveau tribunal à Beila, un nouveau tribunal à Dureka, dont les financements ont été obtenus, les entreprises ont été choisies, et donc les travaux vont commencer bientôt. Et parallèlement, on a engagé également au niveau du BND sur Mali, Gawal, Koundara, Mali, Massanta, Lelouma. Donc, progressivement, on va essayer de rattraper les choses comme ça. Il y a aussi le logement des magistrats, parce qu'il ne suffit pas de construire des nouveaux tribunaux si le magistrat ou le greffier habite dans une espèce de gourbi dans la préfecture où il est mal logé que le citoyen lambda de la préfecture, on ne peut pas respecter le magistrat. On a commencé par Zérékoré, le domicile du procureur et du président du tribunal a été refait à 9. On est sur l'Elouma actuellement et sur Koundara. Des villes comme Sigiri, c'était un peu plus facile. Ils ont pu se loger avec l'aide des autorités de la ville. D'autres préfectures aussi ont aidé la justice dans ces matières. Voilà, et ça c'est au niveau des infrastructures. Et c'est une lutte continue qui ne va pas s'arrêter. Même après mon départ, il faudrait absolument que cette lutte à la fois cycliquement continue, parce qu'il faut absolument que on continue à construire des bâtiments pour la justice et pour les autres aussi des branches de la justice. Je pense, je répondrai tout à l'heure aux autres auxiliaires sur cette problématique. Voilà, ramasser rapidement. Je rassure tout le monde, même après mon départ, évidemment. Et ça ne veut pas dire que je vais partir demain.
Ça veut dire que je partirai en fonction de la volonté du président de la République et en fonction aussi de ma décision personnelle. Alors, je vais répondre donc un peu aux différents auxiliaires de justice. Je vais commencer par le syndicat des travailleurs. Donc, je réitère ce que monsieur le procureur général m'a soufflé. Je pense que l'année prochaine, ou la prochaine fois, il faudrait vraisemblablement me donner les textes avant. Alors, monsieur le président du syndicat des travailleurs, je vous remercie pour les mots gentils que vous avez prononcés. Aujourd'hui, vous avez un bus. J'ai donné des instructions pour que le bus ne soit pas en panne de 9-20 et qu'il n'y ait pas de problème de carburant ou toute autre chose. C'est important que les travailleurs puissent être chez eux et revenir sans problème. Vous avez également un local au sein du nouveau ministère. Je vous l'avais promis l'année dernière, ça a été fait en cours d'année. Quant au matériel informatique ou autre, ça viendra, chaque chose à son temps. Hein? Alors, en revanche, nous en parlerons. Et mes cadres vont réfléchir là-dessus. Vous sollicitez un décret particulier pour votre statut, mais il faut faire attention parce que vous êtes des fonctionnaires. Pour les magistrats, c'était facile. Pour les avocats, pour les huissiers et autres, c'est facile aussi, puisque c'est la profession libérale. Les magistrats ont un statut particulier maintenant. Hein? Et pour les greffiers, c'était différent, puisque, je veux dire, un magistrat n'est rien si on ne donne pas le même statut aux greffiers. C'est pourquoi les greffiers ont pu avoir un statut particulier, mais dans tous les pays de la sous-région, les greffiers n'ont pas un statut particulier, sauf le Niger, je crois. Après, je vous verrai en aparté pour le reste. Il y a des demandes sur lesquelles moi je ne peux pas y répondre. Hein, la prise en charge des gens pour le pèlerinage, vous savez, ça dépendra du budget que l'État va bien lui donner. Hein? Mais plus tard, ce n'est pas des choses obscures. Monsieur le bâtonnier, il y a un nouveau bâtonnier, donc je pense qu'avec Maître Malik, secrétaire général, vous recevrez en visite de courtoisie. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je vais demander que les professions libérales ne soient pas fermées. C'est pas bon. Alors, soyez très sévères au niveau du recrutement et tout, mais ne fermez pas votre profession. Je pense que j'ai été entendu par les avocats, puisque cette année, il y a eu un recrutement substantiel de nouveaux avocats au barreau de Guinée. J'ai aussi souhaité que vous multipliez la coopération avec les barreaux étrangers, africains et au-delà du continent. C'est pourquoi j'ai œuvré pour la coopération, pour la convention qui a été signée avec le barreau de Versailles. Je pense que le nouveau bâtonnier reprendra les choses à main pour que vous puissiez bénéficier comme les autres barreaux d'Afrique. Parce que ne faites pas d'illusions. Le barreau du Niger que je connais bien, parce que moi-même j'ai été expert là-bas il y a une dizaine d'années, il marche très bien parce qu'ils ont de l'aide internationale. Parce que malheureusement, les budgets de nos États difficilement nous sont orientés vers les professions libérales. Donc il faudrait en être conscient. La maison des avocats, c'est une demande que je retiens, bien entendu, mais comme vous savez, ça ne dépend pas de moi. Alors, je vais encore tenter de convaincre M. le Président de la République pour qu'on puisse vous donner une maison des avocats, puisque c'est comme ça que ça a été fait au Burkina Faso, c'est Blaise Compaoré qui avait donné aux avocats. Au Sénégal, c'était Ouad qui a donné la maison des avocats, et au Niger également, c'est le président, c'est pas le président Youssoufou, contrairement à ce qu'on dit, c'était le président Tanja qui a donné la maison d'avocats. Donc à un moment donné, voilà, moi le président m'a donné un accord de principe. Il ne m'a pas dit non tout de suite, quand il ne veut pas, il dit non. Il m'a donné un accord de principe, après il faut voir la faisabilité, donc je reviendrai vers lui pour ça. Les notaires. Et là aussi, il y a un nouveau président, Maître Savané. Vous avez un nouveau siège également. J'ai eu le privilège de venir inaugurer votre siège l'année dernière au sein de Mme Yari. Là aussi, les notaires m'ont entendu parce qu'il y a 1 an ou 2 ans, j'avais dit aux notaires, attention, il y a des pays d'Afrique où le recrutement est complètement fermé. Je pense au Niger par exemple, ou d'autres pays. Mais vous faites des recrutements parcimonie, c'est-à-dire 2 ou 3, quelquefois une personne,
puisque vous êtes quand même un corps qui est assez restreint. Mais quelle que soit la petitesse du corps, il faut que le corps soit ouvert, que de façon cyclique, les jeunes gens guinéens qui ont les diplômes requis et qui ont fait aussi des formations puissent être intégrés dans le corps. C'est très important. Si un corps n'est pas renouvelé, le corps se meurt tout de suite. Parce que c'est les mêmes qui vont tourner en rond en train de se regarder dans les yeux. Non, il faut que quelquefois les jeunes viennent vous bousculer un peu pour que les choses avancent. Alors, vous avez parlé des attributions. D'abord, sur le congrès que vous avez réalisé en décembre 2016, je vous avais donné la promesse, a été tenue, puisque j'ai obtenu de l'État qui puisse vous aider pour votre congrès. On fera la même chose pour les magistrats quand ils vont faire leur congrès international ici, pour les experts comptables, pour les huissiers ou autres. Chaque fois que, tant que je serai ministre ici, chaque fois qu'un ordre fait une manifestation d'ordre international, c'est le devoir de l'État de l'assister. C'est ma conception des choses, ça. Hein? Puisque ne voyez pas que la corporation, le pays, il faut voir l'ensemble, le rayonnement que ça fait à l'extérieur. Et c'est vrai que ce congrès a fait connaître le notaire guinéen à l'étranger. D'ailleurs, au Sénégal, aujourd'hui, on vous en parle. Alors, dernière chose, c'est les attributions que les chefs de quartier donnent. Ça, c'est une problématique. On ne va pas en parler là. Je propose à la chambre de notaire qu'on puisse se voir avec le cabinet pour que nous aussi, on puisse un peu s'impliquer. C'est vrai que ce n'est pas normal qu'un chef de quartier, avec son libre arbitre, puisse donner comme ça un acte de propriété ou un document faisant foi, permettant après de faire des magouilles plus tard, même si, ça vous le savez, maître, certains notaires, Dieu merci, personne en question a quitté votre ordre, étaient complices. Alors, le problème, c'est qu'il faut tout de suite saisir les choses au bon. Mais la problématique qui nous concerne en tant que représentant de l'État, là, on verra avec le ministre de l'Urbanisme, pour dépouiller ces gens-là de ce pouvoir qu'ils ont quand même extirpé aux autres justices que vous êtes. Donc, je vous propose que vous contactez le cabinet pour qu'on fasse un travail de fond là-dessus. Comme il se trouve qu'il y a des chefs de quartier qui font de la politique ou qui sont connus dans leur commune substantiellement, ils ne vont pas lâcher si on ne fait pas un travail de fond pour éventuellement prendre un acte réglementaire pour essayer, pourquoi pas un acte législatif plus tard, pour essayer de restreindre ça. Les experts comptables. La particularité des experts comptables, c'est la double tutelle. Il y a la tutelle du ministère de la Justice, mais la tutelle du ministère des Finances. Alors, je rassure, Monsieur le Président, avec une prééminence du ministère de la Justice. Je l'ai dit au ministre d'État à l'époque des Finances, M. Dialé, et c'est pourquoi d'ailleurs quand la loi a été présentée, je me suis battu pour que cette loi passe, parce que c'était important aussi que vous ne soyez pas en reste par rapport à vos collègues de la sous-région. C'est pourquoi cette loi, on a forcé, la loi a été votée, et je pense que vous-même qui voyagez beaucoup dans la sous-région, vous êtes également formateur, je le sais, et ça vous a permis de pouvoir être au même niveau, voire même plus que d'autres experts comptables dans la sous-région, notamment les deux États qui sont proches de nous. Vous êtes en avance sur eux. Et un dernier mot sur vous, il faudrait également, je trouve que vous êtes assez sévère pour le recrutement chez vous. Mais en même temps, c'est lié à la particularité de votre profession. N'est pas comptable qui veut. Sinon, si on ouvre la porte, effectivement, n'importe qui, déjà en Guinée, beaucoup de gens font n'importe quoi. Et donc, je suis d'accord sur la sévérité et tout, mais ayez un peu plus d'attitude pour que les jeunes gens qui remplissent toutes les conditions puissent intégrer aussi votre corporation. Ça me semble aussi assez important. Mais bon, je compte sur le nouveau bureau qui est en œuvre depuis moins d'1 an et je pense qu'il faudrait faire plus que vos prédécesseurs. Les huissiers de justice. Alors, je suis très content parce que j'ai reçu le bureau provisoire il y a quelques jours
Vous m'avez dit effectivement que vous allez élire votre nouveau président, votre nouveau bureau le 24 janvier. C'est une bonne chose. Et je pense que le bureau a mis trop de temps pour être renouvelé. Il faudrait maintenant que vous rentriez dans cette problématique, puisqu'il y a un décret, je vais en parler, et le décret vous impose le renouvellement de façon cyclique. Je vous rassure, le décret sera signé, elle a été adoptée par le Conseil des ministres. Donc il y a un problème administratif qui fait que ça traîne, et le ministre est à la présidence encore hier, ce que j'ai souhaité vous annoncer aujourd'hui, mais ce sera fait dans les jours à venir. Et au visage de ce décret, il faudrait que le bureau soit très actif pour que, au niveau de la présidence, qui est effectivement que les choses soient plus rationnelles. Alors, je vais aussi mettre mon pied dans le plat, Monsieur le Président, par intérim de l'ordre des huissiers de justice concernant les exécutions des décisions de justice. Et vous savez bien qu'il y a un problème. On est un pays particulier. On est un pays qui est différent des autres. Vous ne pouvez pas en Guinée aujourd'hui prendre une décision de justice qui a la formule exécutoire, qui est définitive, même avec l'acte du procureur général, aller comme ça pour exécuter. Si vous faites ça, vous allez créer d'autres problèmes dont vous ne pourrez pas mesurer les conséquences. Et nous, État, qu'est-ce qu'on fait? Si l'ordre public est déstabilisé et tout. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut qu'il y ait ces réunions cycliques avec le parquet général, avec l'état-major de la gendarmerie, pour que de façon cyclique, que les choses puissent être faites. Et il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours où une habitation a été démolie. On est en train de faire les vérifications, parce qu'il semble que la décision n'est pas définitive, qu'il y a une action qui est pendante devant la Cour suprême. Même si on obtient concomitamment, parallèlement, une décision dans une juridiction de première instance, mais il y a un lien de causalité avec l'affaire qui est pendante à la Cour suprême. On ne peut pas se servir de cette décision qu'on a obtenue, je dirais, subrepticement, pour aller exécuter une décision de cette façon. Donc, vous voyez, ces exemples font que le procureur général est en droit de mettre un peu de pied pour, je pense qu'il ne peut pas dire qu'il ne prendrait plus de réquisition, attention, mais il est obligé de mettre son pied, parce que moi, si à l'ordre public, c'est lui que j'aime expliquer, mais qu'est-ce que tu fais? Ton travail, c'est d'éviter, c'est d'anticiper sur les choses et tout. Donc là, cette problématique, il faudrait y réfléchir, et vous savez bien que la justice n'est pas parfaite, c'est une œuvre humaine, mais la responsabilité qu'on a, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des abus d'exécution à l'encontre de certains citoyens. Malheureusement, ça existe en Guinée. Pas uniquement de votre fait, il y a votre part de responsabilité, vous ici. Parce que vous connaissez les dossiers sensibles. Vous savez, en France, par exemple, il y a une catégorie de population sur laquelle on n'exécute pas les jugements, les décisions. C'est les gitans, notamment dans le sud de la France. Quand ils sont dans leur campement, etc. et tout, on passe des mois et des mois pour les persuader pour qu'ils partent. Parce qu'on sait que si on exécute de façon draconienne sur eux, ben, ça va faire des morts, des blessés, etc. et tout. Alors, donc, quand on dit qu'on ne fait pas d'exécution, à Kaloum notamment, c'est pour toutes ces raisons, parce qu'effectivement, on est obligé de faire attention. Donc là, il y a un problème à votre niveau. J'attends que le nouveau bureau soit constitué pour voir avec vous. Il n'y aura pas d'interdiction de réquisition. Là, je vous donne ma parole et tout. Mais on va agir parcimonieusement et éviter les abus qui se passent. Notamment ce qui s'est passé, tout le monde a vu à la télévision privée, l'évasion. Quand on va pour exécuter, on ne va pas pour démolir. C'est deux choses différentes. Les magistrats du siège qui sont dans cette salle, ils savent bien que dans le dispositif, vous ordonnez l'expulsion, mais ça m'étonnerait que dans une décision, on ordonne concomitamment la démolition. La démolition, c'est une autre procédure. Merci M. Gaï pour les mots que vous avez eus au niveau du PARJU. Malheureusement, le PARJU va à son terme. On va tout faire pour boucler l'année 2019. J'en ai parlé à l'ambassadeur. Ça nous permettra de finir un peu ce qui a été entamé et ce qui est en voie d'être terminé. Je vous félicite, vous et votre équipe, pour le travail d'excellence que vous faites dans notre pays. Concernant les greffiers, alors, Monsieur le Président de la Chambre, président de l'association des greffiers, je
je vous ai dit sur le même pied d'égalité au niveau du recrutement que les magistrats, c'est-à-dire 50. Mais je pense que pour l'instant, il ne faut pas en demander plus. Je vous remercie également de m'avoir, à votre façon, et je remercie le président de l'association des magistrats qui s'est impliqué aussi, à arrêter cette grève sauvage qui avait été entamée il y a quelques mois. Je dis grève sauvage parce que il y a des conditions, il y a des règles à remplir quand on fait grève, notamment dans la justice et tout. En l'occurrence, c'était 5 jeunes gens qui se sont levés pour faire grève, on est obligé de les suspendre pendant un temps, qui comprennent qu'ils doivent donner l'exemple à la population. On ne se lève pas comme ça pour on veut faire grève. Hein? On veut faire grève, il y a des conditions à remplir. C'est grave. Vous remarquerez d'ailleurs que sur les 5 personnes, les 4 la sanction a été élevée, sauf un, celui dont la sanction n'est pas levée, il a un abandon de poste. Il n'a jamais rejoint son poste à Kankan. Moi, vous savez, je ne transige pas sur les principes. Et quelles que soient les relations que la personne a, puisqu'il y a des personnalités de ce pays qui m'ont téléphoné, il y a un député qui est venu me voir, il y a un président d'une institution qui m'a appelé. J'ai dit à chacun, il restera sous la touche. S'il doit reprendre son poste, on verra après. Je finis sur les magistrats. Je ne reviens pas sur la Cour suprême, j'ai commencé par ça tout à l'heure en introduction. Nouvelle dynamique, effectivement, M. le Président de l'Association des magistrats. Nouvelle dynamique grâce au procureur général qui est là et son équipe. Son équipe, je constate, est constituée de 2 procureurs généraux et d'autres magistrats chevronnés au niveau du parquet général de la Cour suprême. Mais également, les présidents de chambre n'ont pas été choisis au hasard. Moi, je ne fais jamais rien au hasard dans ma vie, notamment dans ma vie professionnelle. Que ce soit vous, président de l'association des magistrats, que ce soit les autres présidents de chambre. Vous voyez un peu le cursus de chaque président de chambre, c'est le magistrat qui a eu de l'expérience et qui a montré ce qu'il savait faire. Donc, ce que j'attends d'eux, c'est de travailler pour la population et dans le sens de l'application de la loi, pas autre chose. Je profite pour dire 2 mots aussi sur la cour d'appel de Conakry. On a un nouveau président, un nouveau premier président de la cour d'appel, et il faut reconnaître qu'il a amené un vent nouveau au niveau du traitement des affaires. Le fait qu'on est revenu aux fondamentaux que c'est l'Assemblée générale d'une cour d'appel, c'était quelque chose de fondamental. Donc celle de Conakry a été faite à Kindia, j'étais présent, et dans quelques jours j'irai à Kankan, ou plutôt à Sigiring, pour assister à l'Assemblée générale de la cour d'appel de Kankan. Tout ça c'est de l'émergence. On ne peut pas être en reste par rapport aux autres pays. Ils ont rien de plus que nous. Quand vous voyez les pays voisins qui nous entourent, pays voisins francophones. Donc, il faut que chacun à son niveau puisse effectivement faire pour qu'on avance. Les relations entre avocats et magistrats, les relations entre la Cour suprême et les autres juridictions. Monsieur le Président de l'Association des magistrats, il faut que chacun mette du sien pour qu'il n'y ait pas cette rupture tangible entre nous. Mais déjà, moi j'ai une très bonne relation avec le président Simon, qui est quelqu'un qui est à l'écoute et qui est très pondéré, avec qui je travaille vraiment très bien. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas avec tous les présidents de chambre et les autres juridictions du pays. Et aussi avec les auxiliaires de justice, les avocats et les huissiers, notamment. Problème d'indemnité. Alors, le problème de l'anonymité, ça va être réglé. Je vous donne ma parole, mais ça prendra du temps. Parce que il y a des magistrats de la cour d'appel qui se sont retrouvés devant les tribunaux de première instance. Moi, quand on me dit que, parce que je sais que ça se passe dans d'autres pays, j'ai dit même à ces magistrats-là, ce n'est pas une autre gradation du tout. Mais si on me dit aux finances qu'on va diminuer l'indemnité au salaire de ces magistrats, parce que moi j'ai envoyé un magistrat dans un des pays alors qu'il était conseiller à la cour, j'ai dit non, je ne marche pas dans ça. Donc c'est ce qui fait bloquer pour l'instant. Voilà. Donc je n'accepterai jamais, tant que je cherche au poste, que les magistrats perdent leurs droits acquis.
Ce qui est acquis, c'est intangible, ça. Et c'est un principe dans le droit. C'est pourquoi, dans ce pays, quel que soit le jeu politique qui viendra, personne ne touchera au droit pour de l'acquis. De là, acquérir de nouveaux droits, mais ceux qui sont acquis, on ne peut pas les toucher. Donc, pour l'instant, ceux qui sont passés effectivement de première instance à cour d'appel, voire à cour suprême, nous sommes là-dessus, nous sommes en train de travailler là-dessus, sans que les autres perdent quelque chose. Donc, c'est une problématique qu'il faut régler, y compris avec les finances. La spécialisation, je suis d'accord avec vous, nous allons travailler dessus avec l'association des magistrats. Je pense que ça aussi, c'est l'avenir. Il faudrait absolument que certains magistrats, déjà, in fine, il y a des magistrats qui sont spécialisés, mais c'est une spécialisation qui passe son nom. Je connais les magistrats qui ont ce qu'on appelle les domaines importants. Donc il faudrait donc matérialiser ça pour qu'ils soient spécialisés. Les formations continues permettent à certains, il y a des jeunes magistrats qui sont spécialisés notamment à tout ce qui est traitement informatique, criminalisé, etc. Alors, sous la mutuelle des magistrats, je vais jeter une pierre dans le jardin des magistrats, notamment de l'association. J'ai profité d'une relation avec le directeur général de la BCI, qui était un promotionnaire, donc, et qui était un ami personnel. Et je suis arrivé à le convaincre pour qu'il ouvre une ligne budgétaire dans sa banque pour les magistrats, pour leur mutuelle. Ayant été expert au Niger pendant plusieurs années quand j'étais avocat à Montpellier, j'ai vu comment ça a été installé dans ce pays. Donc c'est difficilement acceptable que dans mon propre pays, et qu'un magistrat qui est malade, on est obligé de se cotiser pour la famille, pour les collègues et tout, et ça, à terme, ce n'est pas acceptable. Il faut absolument qu'on puisse sauter le pas. Alors vous avez raison, il y a un décret qu'il faut signer, donc on va se battre pour ça, mais la convention a été signée entre la BCI, entre l'association et moi-même. Donc il n'y a pas de raison que ça continue. Il faudrait qu'au niveau de l'association, que vous soyez plus réactif, que vous me bousculez même sur ce point-là, pour que, effectivement, cette histoire de mutuelle, quand on dit mutuelle, on parle de sécurité sociale. C'est une question de vocable et tout. La prise en charge médicale des magistrats. Ça existe ailleurs au Cap en Guinée. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors, sur les plaintes, pour terminer, les plaintes sont comme ils sont. Par la plainte à des plaintes, on les traite. Les plaintes qui sont farfelues ou irrecevables, moi, je les mets à la poubelle. Ça me paraît évident. Et Dieu sait que je mets beaucoup de plaintes de côté. Mais les plaintes qui sont recevables et tout, il faudrait surtout aussi que le conseil, M. Silla n'est pas là, je crois qu'il est à Dabola, il faudrait aussi que le conseil supérieur de la magistrature bouge un peu. Ils sont un peu trop lents, ils sont un peu trop lents, trop laxistes. M. So est là, vraiment éminent du conseil de la magistrature, d'autres sont dans la salle, y compris le procureur général. Il faudrait que vous bougez aussi un peu, parce que je le dis, il y a beaucoup de laxisme au niveau du conseil supérieur de la magistrature. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, vous avez travaillé de façon acharnée, même quelquefois trop. Les magistrats qui ont été sanctionnés, c'était très limite. Bon, et puis après, c'est un peu la méthode guinéenne. Après, alors, donc c'est le soufflet qui est tombé complètement. Voilà. Donc, je vous ai saisi, j'ai au moins 10 plaintes sous forme des magistrats, et j'attends que vous réunissiez pour travailler dessus. Voilà, un magistrat n'est pas au-dessus des lois. Simplement, le magistrat, ce n'est plus le président de la République, ni n'importe quel acteur de la cité qui va essayer d'emmerder un magistrat. Là aussi, on est arrivé à ça dans ce pays. Donc, le garde des Sceaux est là pour ça, et le Conseil supérieur de la magistrature est là pour ça. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de laxisme là-dessus. Quand j'ai dit en pleine Assemblée nationale, si un député, j'ai dit aux députés, si vous téléphonez à un magistrat, je donne les instructions pour vous raccrocher. Parce que si vous êtes député, vous contactez le ministre de la Justice et tout. Je suis là pour ça aussi. Et moi, je peux demander au magistrat si effectivement ce qu'on reproche, si c'est vrai ou pas. Mais si on laisse un député ou un ministre téléphoner à un magistrat pour lui donner des instructions, pour demander des renseignements, c'est même pas la peine de continuer à construire un état de droit. Voilà, je l'ai déjà dit il y a 4 ans, je le répète ici, et ça, je ne changerai pas sur ça. Je sais que ça ne plaît pas à certains de mes collègues, ça ne plaît pas à la plupart des députés. Il y a quelqu'un qui a été se plaindre, un député que je ne nommerai pas ici, mais le président de groupe, vous pourrez le trouver facilement, qui a été se plaindre au président de la République, et heureusement j'étais présent. Donc j'ai réitéré devant M. le président de la République ce principe-là, et qui a bien compris lui. Voilà. Donc c'est ça aussi l'indépendance. L'indépendance, c'est vous qui devez aussi
le parfaire, effectivement. Voilà, je termine tout ça sur les subventions subordonnées. Les subventions sont subordonnées aux cotisations, Monsieur le Président de l'Association des magistrats. Si vos adhérents ne payent pas les cotisations, si vous venez me voir pour que je vous aide à avoir une subvention, là il y a une dichotomie. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Alors, j'aurais dû commencer par ça, mais je termine par ça. Je termine vraiment en souhaitant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année à tous les magistrats de Guinée, quel que soit leur rang, à tous les avocats de Guinée, à tous les huissiers de Guinée, à tous les greffiers, à tous les experts comptables, à tous les commissaires-priseurs, à tous les auxiliaires de justice, tout confondus, les notaires. Et je vous souhaite une bonne santé à vous et à votre famille, à vos enfants, à vos proches. Que cette année nous épargne les calamités dans notre pays, nous épargne l'instabilité politique qui pointe à l'horizon, nous épargne la gabegie et les critiques infondées qui sont courantes dans ce pays, et que chacun puisse œuvrer pour que ce pays parte de l'avant. En tout cas, c'est ce que nous allons faire au niveau du ministère de la Justice. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État. Nous clôturons donc cette cérémonie en vous remerciant de bien vouloir créer une